juste avant de commencer mon propos, redire toute mon amitié, toute mon estime, tout mon soutien au professeur Axel Kahn, et vraiment je le salue très 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 chaleureusement. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que le terme a été dit par beaucoup d'entre vous, mais notamment aussi tout en entrée de jeu avec le professeur Crémieux, la question de la vulnérabilité. Qu'est-ce que nous avons tous vécu, Covid, pas Covid, etc., cancéreux, pas cancéreux? On a vécu, certains ont même parlé d'un phénomène d'effacement du monde, vous savez, au sens où voilà, la seule réalité omniprésente, c'était le Covid, et qui faisait, voilà, qui était absolument immense, donc l'ensemble du réel qui disparaissait. Et en fait, ces phénomènes d'effacement, ils sont très typiques des phénomènes dits d'effraction du réel comment dire, en psychiatrie, hein, mais tout simplement quand on a un moment absolument sidérant, inédit, et on fait comment dire, ce type d'expérience. Alors qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu ce qu'on pourrait appeler un réel de la faille, de la vulnérabilité systémique, c'est-à-dire que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la norme la moins disante, entre guillemets, on va dire Yuan, tout d'un coup cette norme fait norme pour le monde. Donc ça, c'est un point essentiel demain. On va vivre des expériences d'effondrement. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par effondrement? C'est pas du tout des expériences de disparition et d'apocalypse, mais on pourrait dire qu'une expérience d'effondrement, c'est une expérience d'effondrement d'un accès équitable à une ressource. Voilà ce que c'est qu'une expérience d'effondrement. Et là, on va rentrer en phénomène très très fort d'expérience d'effondrement, où ce qui avait été jadis évident, simple, ou en tout cas relativement pensé comme simple, ne l'est plus. Et donc produit bien évidemment ce qu'on appelle des modes dégradés, constants. Et cette expérience d'effondrement, elle est bien évidemment très problématique pour les gouvernances, quelles qu'elles soient, pour les gouvernances organisationnelles, institutionnelles, démocratiques, mais elle est également bien évidemment difficile pour les psychés, pour les individus. Et donc ce mélange-là fait que, bien évidemment, c'est une expérience individuelle forte, mais c'est une expérience pour les sociétés. Alors, si on est particulièrement enthousiaste, optimiste, on peut considérer que c'est un levier capacitaire essentiel. On sait tous que la vulnérabilité est un haut lieu de générativité des concepts, générativité de nouveaux usages, etc., de nouveaux modes organisationnels. Oui, mais comme dirait Pasteur, si on est des esprits préparés, malgré tout. Et donc, sinon, ça crée d'abord des phénomènes de panique, de sidération, d'attentisme, de survie, et les culture de renouveau solidaire dans les systèmes de survie, généralement, en tout cas la littérature est là pour rappeler que non, c'est pas le cas. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'est une expérience d'effondrement. Est-ce qu'on a parlé, Taleb notamment, vous connaissez cette expression de signe noir, alors pas vraiment de signe noir, parce que si vous vous souvenez, la pandémie c'est depuis 20 ans quasiment la première cause annoncée de menace mondiale par l'OMS, donc c'est pas, encore une fois, il s'agit bien de comprendre, hein, nous n'avons pas découvert ça. Mais c'est une chose de le définir théoriquement, c'en est une autre, bien évidemment, de le vivre émotionnellement, politiquement, etc. Et donc, c'est vrai que nous, l'Europe, et puis plus globalement, juste l'Occident, il y avait eu un phénomène d'extinction d'expériences épidémiques, au sens où Peter Kahn peut parler d'amnésie générationnelle, c'est-à-dire qu'on avait, bien sûr, on a tous connu dans l'histoire les grandes épidémies, etc., mais fondamentalement, la société européenne était désactivée par rapport à ce système. Et donc, elle était en extinction d'expériences épidémiques, et on le voit d'ailleurs par rapport à d'autres pays, bien évidemment l'Asie en tête, qui n'était pas du tout dans ce cas-là, et qui font que les sociétés ne sont pas du tout efficaces de la même façon
avec ce point, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'une vulnérabilité démocratique qui fait notre force mais aussi notre difficulté, c'est que nous n'avons pas simplement la problématique de la gestion de la pandémie, qui est déjà une grosse problématique, nous avons la problématique de la gestion démocratique de la pandémie et qui n'est pas du tout la même chose. Donc on a vécu cette clinique entre guillemets du traumatisme, enfin en tout cas nous pouvons aller trouver des éléments dans la clinique du traumatisme pour comprendre un peu ce qui se passe, hyperfocalisation sur, intolérance à la certitude renforcée, sidération, etc. Et surtout devant une certitude, elle, c'est que dorénavant ça va être compliqué, l'expérience de la perte, du pire à venir, du retour de la vulnérabilité qui n'est pas encore identifiée comme levier capacitaire. Et au passage, vous découvrez ce que c'est que les slides de quelqu'un des SHS, des sciences humaines et sociales, donc rassurez-vous, je vais passer plus vite, mais je n'ai pas votre appétence, ou en tout cas votre compétence sur la question de faire des slides. Donc, on le voit, réflexe d'attentisme comme mode de gestion de la crise dans un premier temps, mais c'est bien évidemment absolument pas tenable, puisqu'il faut un mode de gestion de la mutation. Et puis, bien évidemment, voilà, le grand élément, et on va y revenir plus spécifiquement, c'est ça, c'est-à-dire qu'en somme, derrière ce moment qui apparaît comme commun, en fait, ce qui révèle, on l'a dit, c'est la fragmentation des destins des uns et des autres, des inégalités, et bien évidemment, même quand nous posons des choix qui apparaissent les plus sensés, les plus rationnels, les plus éthiques possibles, c'est la question derrière du renforcement des vulnérabilités préexistantes. C'est très typique, par exemple, Covid, cancer, la question de la chronicité des maladies chroniques, la question des aînés, la question des violences, etc. Derrière la question des confinements obligés. Donc, ça porte un nom, c'est attention au risque discriminatoire de la norme. Et on le verra tout à l'heure que c'est très typique des éthiques, de l'éthique entre guillemets aristotélicienne, celle qui s'appuie sur la phronésis, et en gros de ce qu'on pourrait appeler une approche jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'en gros, il faut veiller au risque, certes, liberticide de la raison d'exception, on va y revenir, mais également à ce risque discriminatoire d'une norme jugée trop générale. Vous connaissez la formule géniale et qui paraît tautologique, mais elle ne l'est pas, d'Aristote, c'est l'égalité se pratique entre égaux. Bon, la messe est dite, donc sous-entendu, voilà, toutes les questions d'équité, d'éthique, de transgressivité de l'éthique par rapport à la norme, pour justement ne pas renforcer les vulnérabilités préexistantes. Également une vulnérabilité qui, elle, est, je dirais, plus institutionnelle, dans le sens où, on l'a vu, réactivation forte de la défiance, des tropismes ressentimistes, complotistes, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que nous allons continuer à avoir cela, et ça a été posé d'ailleurs comme une des problématiques pour bien gérer la crise, la question de l'infodémie, hein. Et puis, bien évidemment, toutes ces problématiques de risque de suradaptation, d'épuisement, la question de l'effacement possible ou pas de la morale, si nous avons des réactions collectives inadaptées, etc. etc. Alors, ce qui est compliqué, bien évidemment, c'est que dans ce phénomène-là, c'est rarement noir et blanc, c'est rarement une situation éthique versus une situation non éthique, pour nous permettre d'arbitrer entre des choix politiques, des choix individuels, des choix collectifs. Ça serait, je dirais, relativement simple. Non, ce qui est compliqué, c'est que nous mettons en concurrence, ou en tout cas en conflit de légitimité, des conceptions éthiques qui s'affrontent. Et j'en ai listé quelques-unes, il faudrait quasiment faire un laïus sur chacune d'entre elles, mais si on veut être un peu rapide, sans doute trop, qu'est-ce qui se passe? On a une conception qui est plutôt celle portée aujourd'hui par l'individu issu de la modernité occidentale, j'entends, parce que ça a son enjeu, derrière les valeurs, les éthiques, il y a des cultures. Donc c'est quoi? C'est plutôt une éthique du care, enfin, au sens quand même où le premier soin porté
est quand même soi-même, donc c'est une éthique de la vulnérabilité, du respect de la vulnérabilité. C'est une éthique aristotélicienne plutôt, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en considération la situation endogène, ad hoc, et puis on essaye donc, on peut s'adapter, on peut produire des aménagements, ce qu'on peut appeler une approche jurisprudentielle. C'est plutôt une approche a priori, dite des convictions. Voilà, ça c'est très clairement l'idée comme ça au loin des individus sur ce qu'est l'éthique. Et puis bien évidemment, il y a l'éthique dans sa dimension de santé publique, qui est une conception plus conséquentialiste, qui est une conception plus utilitariste, qui est une conception qui peut être jugée bien évidemment plus liberticide, plus autoritaire. C'est Jonas sur la question de l'éthique publique, la bioéthique, que ce soit les générations d'aujourd'hui ou les générations futures, et c'est une éthique dite de responsabilité, etc. Et donc vous voyez que, bien évidemment, entre une éthique individuelle, une éthique publique qui peut renvoyer à des problématiques, par exemple, de priorisation. La priorisation n'est pas une absence d'éthique, c'est de penser très concrètement et en respectant quantité de principes plutôt relevant de la conception benthamienne utilitariste, mais qui est absolument validée par la philosophie morale, et bien évidemment qui heurte considérablement les psychés d'aujourd'hui qui sont plutôt sur de l'individualisme méthodologique et puis renvoyant à d'abord la valeur de la personne, etc., ou de mes proches, donc une éthique du care rapprochée, parce que plus on s'éloigne, malgré tout, plus l'éthique du care tombe en désuétude. Et puis dernier point, il y a une question qui est tout sauf neutre, c'est l'universalisme de ces valeurs. Est-ce qu'il y a une éthique universelle ou pas, surtout dans une question de gestion pandémique, parce que cette chose-là, nous essayons de l'attraper à plusieurs. Voilà, ça fait depuis 1948 et même bien avant, mais 48 et la Déclaration des droits de l'homme et de la création de l'Assemblée générale de l'ONU qu'on se bagarre sur cette question de l'universalité des valeurs. Je rassure tout le monde, on continue de se bagarrer vaillamment en expliquant que non ou que oui. Donc c'est comme ça, c'est simple. Mais la question bien évidemment des cultures plus ou moins qui ont une acceptabilité de ce que l'on pourrait appeler une conception de liberté positive, si on veut être assez ouvert, ou d'une conception où la responsabilité collective est plus banalisée, bien évidemment ça ne fait pas du tout le même type de conscience éthique. Alors, je passe très vite là parce que ça a été parfaitement bien dit, mais cancer et Covid, voilà, oui, il y a eu une peur de la contamination. Moi, j'ai des approches essentiellement qualitatives par entretien, etc. Découragement devant la fébrilité des services désorganisés, saturation des services d'urgence, réorganisation des services hospitaliers. Ce n'est pas que nous sortions d'un grand moment de stabilité homéostasique des services d'urgence et des services hospitaliers. Nous arrivions de la crise de manière très très forte. Et là, pour le coup, le combo cancer-Covid, c'est vrai, est venu renforcer, et ça c'est essentiellement des points du premier confinement. Alors, la perte de chance sur le retard diagnostic du cancer, on y reviendra tout à l'heure dans un petit tableau, qu'est-ce qui est semblant, qu'est-ce qui n'est pas semblant entre le cancer et le Covid. On dirait d'emblée comme ça que le cancer est une affaire strictement privée, pourtant elle irradie comme toutes les maladies chroniques, donc elle est personnelle, elle est familiale, elle est sociale, mais malgré tout, il y a une individualisation de la maladie qui est plus forte. On verra avec la Covid, c'est une affaire plus collective, c'est la menace de tous versus tous, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus anxiogène malgré tout. Cancer et vaccin, ça c'est ce qu'on entend très souvent, la double peine. Et puis, alors là, on voit vous êtes plus à même de dire si ces études alarmistes
qui se font et qui se démultiplient. Voilà, on chiffre en surmortalité évaluée à 2 à 5% dans les 5 ans. Là, par exemple, une étude qui avait été présentée à l'Institut Gustave Roussy, mais il y en a quantité d'autres. Voilà, quelle est la robustesse de ces études, c'est un point important. Puis bien évidemment, il y a eu le grand procès, mais qui continue, de la rationalité instrumentale et gestionnaire des services. La faille systémique, elle a fait voler en éclats quand même le système hospitalo-centré comme nous l'avons fait, la gouvernance ARS, etc. Saturation des services, la question des déprogrammations, la peur de l'extension de la priorisation, la désorganisation des services d'urgence, etc. La question de la découverte comment dire, simple, voilà, la santé n'est pas un bien marchand comme un autre. Donc toutes ces questions-là, sécurisation de l'approvisionnement, comment on fait, bon, voilà, donc ça c'était le point. Alors, sur cancer et Covid, dans les deux cas, vous avez une effraction du réel de la mort, même si, alors, Covid moindre, bien sûr, on part au début, etc. Mais tout dépend le niveau de comorbidité, tout dépend. Et quand je mets les comorbidités, je prends aussi tout ce qui renvoie aux maladies psychiatriques, c'est-à-dire comment vous allez attraper cette réalité. On a des stigmatisations, des réalités de la stigmatisation qui varient entre le cancer et la Covid. Ce n'est pas le même type de stigmatisation, on va dire, mais enfin, malgré tout, on a des réalités de stigmatisation sourde et non avouée du côté du cancer, qui sont très douloureuses d'ailleurs. Et puis, on a des réalités de stigmatisation totalement décomplexées du côté de la Covid. Voilà, c'est, je dirais, la réalité de la pandémie, tout simplement, de la peur. Sur le cancer, bien sûr, c'est un phénomène bien connu, cette flèche du temps inversée, et puis un phénomène qui va être de plus en plus compliqué par rapport à la tolérance ou à l'intolérance de l'incertitude. Ce sont des images de soi atteintes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation de la maladie dans le cancer? Pas tellement. C'est vraiment quelque chose que les patients font peu. En même temps, c'est toujours très compliqué. La manière dont on produit, dont on utilise sa maladie. C'est en revanche le cas, beaucoup plus, avec la Covid, où la Covid surgit, ressurgit, etc. Donc là, il y a une instrumentalisation assez forte. C'est un alibi qui est bien utilisé, assez commun surtout. Malgré tout, sur la stigmatisation, j'ai mis plus ambivalente parce que des études arrivent sur la question du Covid long, où là aussi on va en revanche peut-être avoir des choses à... Qu'est-ce qu'on va faire de ces patients qui se déclarent pour X% atteints d'un Covid long avec des symptômes très prégnants, importants, etc. On l'a vu, c'était un point important sur la question du financement, malgré tout. Vous avez d'un côté la Covid avec un enjeu économique absolument immense et une aubaine absolue, et puis une réalité difficile, parfois une mise en échec qui dure sur la difficulté plus ou moins grande du financement du cancer. Donc ça, c'est des choses qui sont assez... voilà. Il n'y a pas d'enjeu véritablement liberticide et de responsabilité collective. Le cancéreux est le seul discriminé, alors qu'il y a bien évidemment de l'autre côté un vrai danger de banalisation de l'état d'urgence et d'exception qui sont sans doute les ennemis les plus classiques de la gestion démocratique de la pandémie. Et puis, bien évidemment, dans les deux cas, il y a eu des phénomènes de deuil empêché, donc de confrontation avec la mort compliquée, avec une double peine quand même du côté du cancer en temps de Covid, parce qu'il y a un phénomène de désynchronisation encore plus fort des temps individuels et collectifs. C'est-à-dire qu'on c'est toujours le cas, quand on est atteint d'une maladie importante, on se sent isolé, en exil, il y a un phénomène d'étrangeté, on n'est plus relié à la communauté de la même façon. Mais là, étonnamment,
voilà, encore plus parce que d'habitude on est dessaisi d'une communauté qui est censée aller bien, là on est dessaisi d'une communauté qui elle-même se définit comme allant mal. Et donc il y a un phénomène qui renforce un sentiment d'isolement de ce côté-là. Alors je vous ai mis juste, parce que c'est pour conclure, la maladie dans la littérature et les SHS, c'est un vieux sujet. Pas spécifiquement, il n'y a pas d'ailleurs une prime au cancer. Hein. Ce qui est intéressant, et c'est le seul effet d'ailleurs, c'est un effet bénéfique, de nos moments en ce moment, c'est que quantité de livres se sont vendus, et notamment des livres que l'on pourrait rattacher à ce qu'on pourrait appeler la médecine narrative, qui depuis est devenue bien évidemment une discipline enseignée d'ailleurs aussi dans les études de médecine. Mais vous voyez, j'en ai mis quelques-uns, des grands textes. Le grand texte bien connu, qui d'ailleurs c'est celui de Mars, de Fritz Zorn, qui considère que le cancer, vu qu'il est issu d'une élite bourgeoise, pour ceux qui se souviennent du texte, que le cancer est ce qui lui est arrivé de mieux dans sa vie pour dépasser sa condition minable de bourgeois. Donc c'est très intéressant de voir comment, au travers du cancer, il y a toujours cette question infrapolitique. Quelle est la conscience de classe derrière? Qu'est-ce qui se joue comme rébellion, etc. Il y a beaucoup de textes, bien évidemment, là-dessus. Puis il y a tous ceux qui renvoient plus à la vie institutionnelle. Il y a tous ceux qui renvoient plus à la métaphorisation d'une société, d'une civilisation au travers de les grands événements historiques pandémiques. Et puis, bien évidemment, c'est vrai, aujourd'hui, je vous ai mis d'ailleurs des philosophes français avec des textes récents. Zil sur plutôt Alzheimer, handicap, etc. Nancy qui a fait un texte magnifique sur la greffe. Augien qui avait fait un texte tout à fait pertinent sur son cancer et sur l'éthique minimale, sa grande défense de l'éthique minimale, c'est-à-dire véritablement, en somme, ne vous occupez pas de moi, ne vous occupez même pas de mon cancer. Hein, il y avait vraiment, c'est la position classique chez Augien, Quentin plutôt sur le handicap, la question de la mort, Zahoui sur les grandes traversées de la catastrophe intime. Et puis juste, c'est là où, en revanche, on va avoir demain, ça va être intéressant, a été créé l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, et qui se propose d'être la mémoire active et numérique de la pandémie de Covid-19. Et donc on va pouvoir, et nous aussi, à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, on a récupéré les récits de confinement, alors premier temps, hein, avec Valérie Gâteau d'ailleurs, donc narration imaginaire et fonction de l'écriture dans les journaux de confinement. On est en train justement de récupérer ça pour voir comment, quelles ont été les pluralités des vécus de la pandémie à partir d'une recherche bibliographique. Alors j'entends littérature grise, littérature publique, au sens où comment une collectivité raconte l'événement qu'elle vit à un instant T. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir et de récupérer les journaux de pandémie et de confinement. On s'est essentiellement basé sur les premiers et on en est tout simplement au tout début, mais c'est vrai qu'on voit à peu près comment plutôt les intellectuels utilisent plutôt une fonction imaginative et politique du récit, que les soignants et les soignés utilisent plutôt une fonction cathartique du récit, et puis que le public mobilise plutôt la fonction de partage du récit. Et je vous ai mis quelques thèmes. Les intellectuels abordaient principalement les enjeux politiques de la crise, la destruction du système de santé, les états d'urgence, le manque de démocratie. Les soignés, les soignants abordaient principalement les pénuries, le soin, la destruction du système de santé, la souffrance des patients, etc. Le public abordait principalement la vie des ordinaires, c'est-à-dire le fait que l'ordinaire qui est totalement transformé, l'adaptation à un nouveau quotidien. Et ces résultats nous permettront demain, je l'espère,
voilà, de mieux connaître comment une société se saisit d'un événement historique. Merci beaucoup Cynthia. Et je trouve que ce que vous faites là au GHU est vraiment très intéressant, une sorte de médecine narrative à laquelle en principe c'est vraiment très beau. Est-ce que ça a un lien avec, j'ai vu l'annonce d'un colloque du CCNE Covid ad memoriam? Tout à fait. Alors le CCNE s'est mis effectivement dans une collaboration plus étroite, d'ailleurs au long cours, hein, et c'est vrai qu'ils ont d'ailleurs fait là dernièrement un premier colloque et ça va continuer mais sur quantité d'autres sujets aussi. L'intérêt de l'Institut ad memoriam, je ne me permettrai pas d'en parler parce que mais en l'occurrence, c'est quand même de croiser les SHS et les sciences pour essayer tout simplement de montrer à quel point, on le sait, une épidémie est un fait social, total, et donc c'est ça que Ad Memoriam travaille. Et juste un point qui est intéressant, c'est, je ne sais plus, c'est le musée de Londres qui, lui, s'était intéressé, et je suis en train de récupérer un état de l'art autour de ça, sur la question des rêves pendant le confinement et la pandémie, et qui fait tout un travail, le musée de Londres, sur les archives, mais de l'inconscient. Voilà. Est-ce que, Christine, il y a des questions, des réactions peut-être, des commentaires? Oui. Oui, on se posait la question par rapport à la grippe de Hong Kong. Pour les individus, là, hein, mais aussi pour la société, est-ce que l'impact des médias et l'énorme prise en charge des médias ne permanent sur un trajet qui pouvait être plus faible, qui est ébranlé maintenant par toutes les questions multiples qui sont assénées, en fait? Oui, alors très clairement, c'est vrai que les dernières grandes épidémies n'avaient absolument pas constitué un fait, un vécu émotionnel commun. Pour une raison très simple, c'est qu'elles n'avaient pas traversé, elles n'avaient pas atteint les territoires, entre guillemets, du Nord. C'est au sens où tout d'un coup ça devient une réalité, quotidienne. Alors vous allez me dire, sur... Oui, la grippe espagnole, oui, par exemple. Oui, mais on va dire que, hélas, il faut toucher des niveaux un tout petit peu plus constants et ensemble pour que soudainement une peur, hélas, parce que bon, il y a une fonction heuristique de la peur, mais enfin il y a quand même une fonction d'abord de prise en considération d'un événement, s'il m'impacte ou qu'il m'impacte ou qu'il ne m'impacte pas. Je veux dire, la question de la perception dans cette histoire, elle est absolument déterminante, puisqu'on a bien vu d'ailleurs les différents moments dans la crise, avec un premier moment qui était plutôt un moment qu'on ne peut même pas appeler on peut dire de déni, mais en fait où on considérait qu'il n'y avait pas de conscientisation de la menace. C'était les tout premiers fin 2019, début 2020, et puis soudainement, parce que effectivement la société de l'information couplée à celle du spectacle aussi se saisit de ça, et là ça fait un événement, un événement de perception fort. Alors juste sur la question des médias, vous aviez à un moment donné des recommandations qui ont été faites
c'était dans le Lancet Psychiatry, et une des recommandations, c'était une exposition aux médias moindre, en tout cas non, mais c'était assez drôle de voir que voilà, on connaît bien, c'est tous les travaux qui sont liés à l'écologie, l'économie de l'attention. On sait à un moment donné qu'on est plus ou moins sensible à cette saturation et exposition ou surexposition aux informations. Ma question prolonge un peu ce que vous venez de dire. Ce panorama que vous nous avez donné, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il aurait été 5 ans avant, c'est-à-dire sans les réseaux sociaux et sans Zoom? Oui, non, de fait, il y a un événement majeur dans cette histoire. Alors 5 ans avant, je ne sais pas, mais 10 ans avant, puisque, et très clairement, nous sommes rentrés dans un panoptique absolu, géant, avec une quotidienneté, et en fait nos réalités sont fusionnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas et virtuelles et comment dire réelles, elles sont fusionnées et elles sans cesse, elles sont en dialectique et elles s'impactent les unes par rapport aux autres. Est-ce que ce sera toujours le cas? Je ne sais pas, mais la vérité première de ce confinement, c'est qu'on peut lui adjoindre confinement 3.0. C'est d'abord ça, le confinement que nous avons eu. Ce n'est pas du tout un confinement comme on pourrait l'avoir pensé, notamment dans l'histoire. Là, on est encore dans une phase de post-sidération. Oui, tout à fait. On est en train d'en sortir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir un choc en retour d'ici quelques temps, dans la mesure où un certain nombre, et je pense aux patients atteints de cancer, mais aussi de nombreuses autres maladies, vont se dire, mais après tout, on a mis des dizaines et des centaines de milliards pour tout cela, et moi, non seulement pendant ce temps-là, on ne s'est pas trop occupé de moi, mais où est l'argent qui me permettrait de me sortir de ça? Et je crois que, enfin je crains que d'ici quelques mois ou un an ou deux, il y a une sorte de concurrence des victimisations qu'on voit dans d'autres registres, et dans une société qui est de plus en plus victimaire, que ça prenne une ampleur de plus en plus importante, avec pour effet de demander au gouvernement et à la société générale des comptes sur l'incapacité à mettre autant d'argent sur d'autres maladies qui paraissent aussi importantes et qui statistiquement font autant ou plus de morts. Et je pense qu'on risque d'avoir un conflit extrêmement important et un retour de bâton terrible. Oui, et je dirais, vous faites les questions et les réponses, donc c'est parfait, parce que oui, très clairement, on l'a déjà, de toute façon. Alors, de façon, d'abord le contre-coup. Le contre-coup, la réalité de l'événement, en fait, ne nous est pas connue. Hein. On va définir ce qu'est ce grand événement, quelles sont ses fonctions, notamment paradigmatiques, etc., dans quelques années. Et on va, par un retour, voir concrètement ce qui s'est posé, les seuils qui ont été, etc. Donc déjà, nous sommes dans l'événement, donc c'est un point. Pour ceux qui, on le voit d'ailleurs, parce qu'on l'étudie beaucoup au GHU, psychiatrie et neurosciences, on a parlé de troisième vague psychiatrique, etc. Donc le choc, déjà, pour tout le monde, il arrive. Alors particulièrement pour ceux qui sont atteints de maladies psychiatriques lourdes, qui avaient été assez, protégés dans la première phase, comme s'il y avait une parenthèse un peu enchantée où le chaos intérieur des patients et le chaos extérieur se stabilisaient un peu conjointement. Tout s'est redésynchronisé de façon très très forte. En plus, il y a eu des arrêts de traitement très très compliqués. Et donc, résultat, vous avez un choc, une vague psychiatrique malgré tout assez forte, et puis des montées de l'incertitude. Et puis c'est vrai que nous sommes de toute façon, indépendamment de la question Covid, nous sommes dans des mondes de concurrence victimaire et de concurrence des vulnérabilités.
Et ça, oui, c'est très clair que, a priori, vu que nous allons rentrer par ailleurs dans des moments où il y aura une raréfaction sans doute des moyens, on va débrancher quand même l'État social qui a fait front, je parle de l'État social budgétaire, hein, qui est là, qui fait de la dette, etc. Et donc on sait très bien que ça, devant, déjà de façon très concrète, ça va produire une fébrilité très très forte chez les individus. Maintenant, après, voilà, après on a le plaisir du calendrier, je dirais, électoral. D'autres questions? Oui, comment interprétez-vous ou analysez-vous cette espèce de défiance assez caractéristique française, si on la compare avec les autres pays européens, vis-à-vis, qui est très ambiguë, parce que c'est à la fois une défiance exprimée vis-à-vis du pouvoir politique, vis-à-vis de tout ce qu'on veut, et en même temps, une solidarité qui est quand même assez affirmée même si ça a pris du temps, hein, l'acceptation des gestes barrières, des comportements sociaux vis-à-vis de l'épidémie. Et est-ce que réellement, est-ce que tout ça a un impact sur l'efficacité générale des mesures au niveau national ou pas? Ou est-ce que c'est finalement une manière d'évitement et de protection de ces vulnérabilités, une façon de l'exprimer? En tout cas, on voit ça avec les vaccins. Au début, il y avait une minorité qui était favorable à l'idée de se faire vacciner, et maintenant on a une très large majorité de la population qui souhaite se faire vacciner. Oui, c'est une question très compliquée parce que les cultures nationales ne sont pas au même endroit par rapport à cette question de la défiance, du scepticisme, de la question de l'esprit critique, etc. Donc il y a en plus toute une historiographie forte là-dessus. Juste, j'aime à citer cette formule, alors je n'ai pas choisi le leader révolutionnaire le plus consensuel, c'est Robespierre, mais Robespierre dit « la défiance est la garante des droits du peuple ». Donc, juste pour dire que voilà, je veux dire par là que c'est compliqué parce que la défiance est très clairement un marqueur de désaveu, d'abord souvent des institutions, donc c'est une défiance qui était adressée à la confiance institutionnelle. En France, on est encore quand même, vous aviez un très bon ouvrage d'Algan, Foucault, Cohen là-dessus, sur le populisme et sur le phénomène des triples insécurités qui construisent le populisme, l'insécurité politique, plutôt institutionnelle, et qui font donc grimper la défiance institutionnelle, l'insécurité économique et l'insécurité culturelle. Et on voit très clairement une ligne de partage entre ceux qui sont atteints par la défiance institutionnelle et qui est un petit peu présente chez toutes les catégories gauche-droite, alors que ce qui sépare la gauche et la droite, c'est une défiance interpersonnelle qui n'est pas au même endroit. Et sous-entendu, du côté de la gauche, une confiance interpersonnelle se maintient. Alors, malgré tout, comment nous, on peut expliquer en France ce double phénomène d'une théorisation assez forte, même s'il y a des crises qui expliquent très clairement la fragmentation de la société française, qui explique l'insécurité et le renforcement de la défiance. Il n'empêche qu'on a une grande culture, c'est comme ça aussi, des services publics, de l'État. Notre école est aussi constituée ainsi. Donc, l'hôpital, donc on a encore ce ferment-là, et d'ailleurs on a vu à quel point dans un moment où justement dans un premier temps l'État semblait désorganisé et dans l'impossibilité de répondre correctement, qu'est-ce qui faisait front, qu'est-ce qui était là? C'était l'éthos des médecins, l'éthos du service public, en règle générale, et plus globalement, ce qu'on peut appeler le capital social d'une société. Et il est malgré tout très très fort. On a un taux très très d'engagement associatif. Nous qui avons une société civile plus tardive, parce que ce n'était pas notre culture, etc., aujourd'hui on a une société civile relativement forte, assez organisée et très opérationnelle. Je ne parle même pas des associations de patients, etc. Merci, je propose.